Alors, dernière vidéo sur les mouvements à champ de force centrale conservative. Donc on a vu que pour trouver les caractéristiques du mouvement et notamment sa trajectoire, eh bien, il fallait résoudre le PFD. C'était vraiment nécessaire. Et on l'a fait de manière numérique. Mais malgré tout, on va voir qu'ici, on va être capable, pour un mouvement très particulier, eh bien, de déterminer analytiquement toutes les caractéristiques possibles du mouvement. Et en fait, ce qu'on fera après, c'est qu'on va généraliser les résultats de ce mouvement particulier au mouvement elliptique, et il se trouve que quand on fait la résolution totale, eh bien, ces résultats seront corrects. Donc, le mouvement particulier, c'est le mouvement circulaire. On a vu que c'était possible quand on a fait l'étude des natures de mouvement avec l'énergie potentielle effective. Donc, on a vu que si on donnait une bonne énergie mécanique, donc une bonne vitesse de départ, orthoradiale, eh bien, le mouvement était circulaire dans le cas du modèle du ressort et dans le cas de la force gravitationnelle. Alors donc là, pour la suite, on va se placer dans le cas de la force gravitationnelle. Et cette étude, eh bien, on l'a faite ou on va la faire en cours TD, parce que c'est vraiment très facile, donc vous pouvez le faire sans le cours. Et ici, je vais simplement rappeler les résultats importants que vous allez ou que vous avez déjà montrés. Donc, on a l'expression de la vitesse, qui est une constante sur cette orbite circulaire. Et donc la vitesse, elle s'exprime comme étant racine de la constante universelle de gravité G sur la masse de l'objet central, par exemple la Terre, mais ça peut être le Soleil si on s'intéresse à un objet autour du Soleil, etc., divisé par le rayon de l'orbite. À partir de cette vitesse, on peut en déduire le temps que met le système à faire la révolution, donc on appelle la période orbitale. Et donc, c'est, que j'écrive pas de bêtises, c'est 2π fois r puissance 3/2 sur racine de g fois la masse de l'objet central. Donc on voit bien que plus le rayon est grand, plus le temps de révolution est grand. Donc par exemple, Jupiter met plus de temps que la Terre à faire le tour du Soleil. Et c'est encore pire pour Pluton, par exemple, enfin pour Neptune, etc. Dernière grandeur qu'on a déterminée dans ce cas particulier, donc c'est l'énergie mécanique. Et on a montré qu'à ce moment-là, c'était moins 1/2 fois la masse du système, fois la masse de l'objet central, fois G, sur le rayon de l'orbite. Voilà donc les trois résultats importants. Ici, on remarque que l'énergie mécanique est négative, ce qui est bien cohérent avec ce schéma-là, puisqu'on est dans ce cas-là. Donc l'énergie mécanique est bien forcément négative. Hop. Voilà, et donc il ne reste plus qu'à généraliser au mouvement elliptique. Donc si on suppose qu'on donne une vitesse initiale qui n'est pas exactement cette vitesse-là, et bien comme on l'a vu avec les simulations, et bien la trajectoire sera elliptique. Et donc on admet que ces résultats sont identiques à ceci, simplement en remplaçant le rayon de l'orbite circulaire par le demi-grand axe de l'ellipse. Donc une ellipse, alors, bon, on l'a déjà fait, mais au cas où, donc si j'exagère, ça va être comme ça. Et donc le demi-grand axe, là vous avez le grand axe qui fait 2A, et donc le demi-grand axe c'est la moitié de ça. Du coup, on va conclure donc en généralisant. Donc première loi de Kepler, eh bien en fait la trajectoire d'un objet soumis uniquement à la force de gravité d'un objet lourd central, eh bien c'est une ellipse dont l'un des foyers est l'objet massif central. Et puis ensuite la troisième loi de Kepler, qui est donc la généralisation de la période de révolution du système, eh bien, nous dit que t carré sur a cube est égal à constante, et cette constante, eh bien, c'est égal à 4π carré sur g fois la masse de l'objet central, par exemple la Terre. Mais ça peut être le Soleil, ça peut être n'importe quoi. Voilà. Donc c'est la généralisation de ce qu'on a montré. Du coup, ça veut dire que si vous prenez deux objets qui sont en
en révolution autour d'un objet massif central, donc typiquement 2 planètes autour d'un Soleil, eh bien, du coup, le rapport entre la période au carré sur le demi-grand axe au cube de chacune des planètes doit être le même. Donc on doit avoir ça. Du coup, vous pouvez le vérifier, par exemple avec la Terre, Saturne, donc 2 planètes, et puis la comète de Halley. Parce que ça a beau ne pas être une planète, mais elle tourne autour du Soleil, donc avec une trajectoire elliptique très excentrique. Donc, elle doit vérifier la même troisième loi de Kepler. Donc, si vous faites la période au carré sur le demi-grand axe au cube, eh bien, vous devez trouver la même valeur, en gros, avec des incertitudes évidemment, aux incertitudes près, que les deux autres. Mais par contre, la Lune, elle, ne tourne pas autour du Soleil, donc si vous faites t carré sur a cube, eh bien, vous devez trouver quelque chose de totalement différent. Donc je vous laisse faire, hein, c'est juste de l'application numérique. Enfin, pour finir, donc ce qui est assez important, c'est de savoir les vitesses à donner, donc les vitesses initiales à donner au système pour qu'il ait tel ou tel mouvement. Et donc il y a 2 types de mouvements importants. C'est d'abord le mouvement circulaire. Donc ça on comprend bien, hein, c'est intéressant d'avoir des satellites qui restent toujours à la même altitude par rapport à la Terre. Donc pour ça il faut qu'ils aient des trajectoires circulaires. Mais je l'ai rappelé ici, hein, il y a la valeur de la vitesse, mais également il faut que ça soit une vitesse qui est unique, qui soit uniquement orthoradiale. Sinon c'est forcément elliptique, même si vous donnez la bonne valeur à la norme de la vitesse. Et puis donc, il y a comme deuxième vitesse caractéristique la vitesse de libération, c'est-à-dire la vitesse minimale pour laquelle eh bien, le système va pouvoir s'éloigner indéfiniment de l'objet massif central. Alors commençons donc par la vitesse de l'orbite circulaire. Donc la situation est la suivante, donc vous avez l'objet massif central en haut, comme depuis le début de cette leçon. Vous avez donc notre système qui est à un point M0, à une distance ρ0, et puis donc on lui donne une vitesse initiale v0. Et donc que doit valoir cette vitesse initiale pour qu'on ait une trajectoire circulaire? Bien, ça, on l'a déjà démontré tout à l'heure. Donc la vitesse circulaire doit être égale à la racine de g fois la masse de l'objet central sur la distance qui va correspondre du coup au rayon de l'orbite, puisque l'orbite sera circulaire. Pour avoir la vitesse de libération, là il va falloir trouver comment traduire la libération. Eh bien, si on reprend notre analyse d'une vidéo précédente, eh bien, pour avoir la vitesse de libération, en fait, il faut avoir exactement cette énergie mécanique. C'est bien l'énergie mécanique limite qui fait la séparation entre état lié et état libre. Si on donne exactement cette énergie mécanique, eh bien, l'objet pourra aller théoriquement à l'infini. Alors, il pourra aller à l'infini, mais avec une vitesse radiale qui va tendre vers 0. Donc c'est vraiment la limite pour atteindre l'infini. Donc, on vient de le voir, la condition, c'est que il faut que l'énergie mécanique soit égale à 0 pour la limite de libération. Voilà. Or, l'énergie mécanique, eh c'est 1 demi de mv carré, plus l'énergie potentielle. L'énergie potentielle ici, dans le cas de la gravité, c'est moins g fois m fois la masse de l'objet central sur ρ. Et ça doit être égal à 0. Et donc ça nous donne la valeur de la vitesse, donc ça fait v carré est égal à 2gmt sur ρ0, puisque ici du coup on est à ρ0. Et tiens, là on retrouve ce terme-là. Donc en fait la vitesse de libération, ça c'est intéressant, et bien c'est égal à racine de 2, donc à peu près 1,4 fois la vitesse pour obtenir une orbite circulaire. Donc en fait on voit qu'on n'a pas à donner une vitesse incroyablement plus importante entre obtenir une orbite circulaire et obtenir la première trajectoire libre. Alors pour finir, on va faire quand même l'application numérique de ça. Si on suppose qu'on envoie nos systèmes donc à partir de la Terre et que M0 est à une altitude faible,
Donc on va supposer que ρ0 soit à peu près le rayon de la Terre. Donc en fait, on lance à partir d'une orbite basse. Et bien quand vous faites l'application numérique, donc avec le rayon de la Terre qui vaut 6400 km, à peu près, et bien vous obtenez une vitesse pour une orbite circulaire qui vaut 7,9, alors c'est pas km/h, mais km par seconde. Donc c'est une vitesse évidemment importante. Et la vitesse de libération, du coup, vous multipliez par racine de 2, et vous obtenez 11,2 km par seconde. Donc ça, ce sont des vitesses que tous les gens qui travaillent dans le spatial connaissent par cœur. Parce que du coup, même si c'est pas exactement les vitesses qu'ils vont donner, mais ça donne l'ordre de grandeur nécessaire pour avoir soit une orbite circulaire, soit pour réussir à faire partir la sonde au-delà de l'attraction de la Terre. Voilà donc pour ce chapitre assez important et assez du coup complexe également.